Bienvenue sur Écoute-toi, le podcast qui t'aide à maigrir en travaillant sur toi. Je suis Aurélie, psychologue et hypnothérapeute spécialisée dans les blocages inconscients qui freinent ta perte de poids. Mon objectif est de t'accompagner vers une perte de poids durable tout en prenant soin de ta santé mentale. Chaque semaine, on explore ensemble des clés puissantes issues de la psychologie et des neurosciences, du développement personnel et d'outils concrets. Tu apprendras à reprogrammer ton cerveau, à surmonter tes blocages et à libérer ton corps de ces kilos de protection. Parce que c'est en faisant quelque chose qu'on n'a jamais fait qu'on obtient des résultats qu'on n'a jamais eus. Alors, prête? C'est parti! Bienvenue dans l'épisode numéro 127 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque l'on va parler de pourquoi est-ce que votre poids semble bloqué malgré tous vos efforts. Tout simplement parce que les blocages psychologiques, vous l'avez compris, c'est ma spécialité, mais on va aller un peu plus en profondeur. Je vais vous expliquer d'un point de vue psychologique aussi, qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi ça marche pas alors qu'on fait a priori tout ce qu'il faut, tout est au vert puisqu'on fait, on coche toutes les cases sur le papier, sur notre to-do list de perte de poids. Mais il n'y a rien qui fonctionne, on va voir ça tout de suite. Pourquoi? Si vous avez justement l'impression d'avoir tout essayé, que ce soit les régimes, le sport, les privations, la gestion du stress, et cetera, malgré tous vos efforts, votre corps ne suit pas. Il y a vraiment le poids qui reste bloqué dans le sens où il stagne ou alors il ne fait qu'augmenter. Eh bien, l'idée, c'est d'aller comprendre pourquoi. Et en fait, la clé pour débloquer justement votre perte de poids, elle ne se trouve peut-être pas dans votre assiette, mais justement dans votre esprit. Évidemment, je vais parler de l'esprit, je suis psychologue, donc on va aller explorer cette part qui est souvent oubliée dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes, beaucoup de personnes tout simplement, qui pensent que leur stagnation, elle vient d'un manque de volonté. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. L'inconscient joue un rôle clé dans les comportements alimentaires et dans les comportements tout court. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Ça veut dire que les blocages psychologiques peuvent empêcher le corps et l'esprit de collaborer. Image. Imaginez que vous conduisez une voiture avec le frein main levé. Peu importe combien vous appuyez sur l'accélérateur, en fait, la voiture, elle galère à avancer. Et du coup, vous finissez épuisé. Enfin, du coup, la voiture. Et usée, potentiellement. Dites-vous que le frein à main, en fait, c'est votre inconscient. Le truc, c'est que vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est pas vous qui décidez de mettre le frein à main ou de l'enlever. Il est automatique, il se gère tout seul. Et du coup, votre inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il va garder tout ce qui va être croyances, émotions, habitudes, qui vous empêchent d'avancer parce que il estime que c'est mieux pour vous. Non pas que c'est mieux pour vous de ne pas avancer, de stagner dans votre perte de poids, de ne pas réussir à maigrir, mais qu'aujourd'hui, les moyens, les stratégies utilisées jusqu'à maintenant, en fait, elles sont plutôt chouettes à garder parce qu'elles demandent peu d'efforts. On en a déjà parlé ça dans l'épisode précédent. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les fameux bénéfices secondaires. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à maigrir malgré votre désir ardent, c'est peut-être que votre inconscient il estime que vous êtes beaucoup plus en sécurité avec ces kilos en trop que sans, sans cette armure de protection. Ça veut dire que vous n'êtes pas paresseuse, vous n'êtes pas incapable. C'est juste qu'il y a des blocages qui sont invisibles et souvent inconscients qui sabotent vos efforts conscients. Et peut-être que vous le savez, mais notre part inconsciente, elle représente une part bien plus importante que notre part consciente. On estime que l'inconscient représente 90 à 95% de notre esprit, tandis que notre conscient représente 5 à 10% seulement. Donc c'est pas quand on veut, on peut. Bien sûr que non, pas du tout. Et donc les trois erreurs courantes que l'on fait quand justement on a envie de maigrir, que le poids stagne et que c'est un peu frustrant, eh bien la première, vous l'avez compris, c'est de penser que la volonté suffit. Je vais vous expliquer comment fonctionne la volonté pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et du coup déculpabiliser aussi par rapport à ça. La volonté, elle fonctionne vraiment comme une batterie. Prenez la batterie de votre téléphone. On est d'accord que plus vous l'utilisez,
plus elle va se vider rapidement. Moins vous l'utilisez, plus elle va perdurer, bien entendu, mais au bout d'un moment, même si vous n'utilisez pas votre téléphone, la batterie, elle se décharge quand même. Donc, elle a une capacité limitée, elle se vide au fil de la journée, surtout si on doit faire face à beaucoup de stress, de tentations, d'imprévus, etc., etc. Et votre cerveau, et en particulier votre cortex pardon, préfrontal, donc la partie à l'avant de votre cerveau, au niveau du front, hein, préfrontal, c'est la partie qui est responsable des décisions et du contrôle. Et bien cette partie-là, elle se fatigue à force de résister aux envies. Et les comportements alimentaires et les comportements de manière générale, ils dépendent pas seulement de notre volonté consciente, vous l'avez compris. Ils sont souvent ancrés dans ce qu'on appelle des mécanismes inconscients qui, eux, sont contrôlés par notre système limbique. Et ça, c'est la partie qui gère nos émotions et nos automatismes. Donc, quand vous comptez uniquement sur la volonté pour maigrir, eh bien, vous ignorez une partie hyper importante qui est le système limbique, donc celle qui va gérer nos émotions, les automatismes. Ces forces inconscientes qui sont beaucoup plus puissantes. Je vais vous donner une métaphore pour que ce soit plus concret. C'est exactement comme si vous étiez en train de nager à contre-courant dans une rivière. Tant que le courant il est faible, ça va. Vous tenez le rythme, vous arrivez à vous en sortir. Mais si le courant il devient un peu plus fort, ben là, ça va être un peu compliqué et vous allez finir emporté malgré tous vos efforts. La métaphore du quand le courant devient plus fort, ça va être quand il y a plus de stress, quand vous êtes plus fatigué, quand vous avez des émotions désagréables à gérer, quand il y a des imprévus qui s'insinuent dans votre agenda, etc., etc. Donc évidemment, vous commencez la journée pleine de motivation. Aujourd'hui, je fais les choses bien, je mange équilibré, je fais attention, etc. Je vais même au sport. Bref, tout semble parfait sur le papier. Le problème, c'est que une journée, en général, elle se déroule rarement comme on l'avait prévu. Il y a toujours du stress qui se rajoute parce que on tombe dans les embouteillages, parce qu'il y a un accident sur l'autoroute, parce que notre chef va nous demander quelque chose qui n'était pas prévu avec une deadline pratiquement impossible à tenir. Bref, il y a toujours des imprévus comme ça, et du coup, bah forcément, ça va augmenter notre capacité de résistance, dans le sens où ça va puiser toute notre énergie. Sur votre téléphone, vous avez des applications qui vont pas manger toute votre batterie, et à l'inverse, il y a des applications qui, dès que vous l'utilisez, vous allez vraiment vider votre batterie à vitesse grand V. Eh bien, le stress, les imprévus, les émotions désagréables, tout ce qui est compliqué à gérer, les difficultés, les obstacles, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est hors de notre zone de confort et aussi tout ce qui demande un effort conscient parce que c'est pas une habitude, c'est pas un automatisme, eh bien ça vide notre batterie à vitesse grand V. Donc c'est bien beau d'avoir de la volonté, on ne peut pas aller contre la vie, tout simplement. C'est pour ça que en fait, c'est votre cerveau émotionnel, hein, le système limbique, qui prend le dessus sur votre cerveau rationnel, le cortex préfrontal, qui décide, justement, qui prend les décisions. Donc déjà, gardez ça en tête et surtout, déculpabiliser parce que je sais qu'on peut voir plein de messages sur les réseaux sociaux, notamment de personnes qui sont assez dans le on y va, no pain, no gain. C'est souvent en plus avec des vidéos de fond de personnes qui sont à la salle de sport, qui sont vraiment dans une énergie hyper masculine de allez, on y va, on se dépasse, etc. Et c'est bien, il en faut aussi, mais c'est ignorer juste le fonctionnement de notre cerveau. C'est pas parce que l'on veut que l'on peut. Je vais prendre un exemple aberrant, mais ça va vous parler. C'est pas parce que l'on veut voler que, en sautant du balcon du troisième étage, on va réussir à voler. Hein, on est bien d'accord. Évidemment, c'est tiré par les cheveux, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Donc l'idée, c'est vraiment de vous déculpabiliser et puis aussi de voir qu'il n'y a pas que la nourriture et l'exercice physique sur lequel on peut agir. Parce que l'erreur numéro 2, c'est de se concentrer uniquement sur ces deux domaines quand on veut maigrir, soit l'équilibre alimentaire et l'activité physique.
Sauf que on oublie que les comportements alimentaires, de manière générale, quand on a justement des difficultés à gérer le côté nourriture alimentaire, eh bien, les comportements alimentaires, ce sont souvent des réponses à des émotions, à des croyances, à des schémas qu'on a appris pendant l'enfance. Parce qu'on ne fait pas que manger quand on a faim et s'arrêter quand on n'a plus faim. Ça va bien au-delà de ça. Manger, ça peut vraiment devenir un mécanisme pour apaiser des émotions désagréables comme le stress, l'anxiété, la tristesse, mais aussi la colère. Et ça peut aussi être un moyen de célébrer les moments joyeux, donc on va y inclure des émotions agréables. Qui ne s'est jamais dit: «Oh bah super, j'ai une bonne nouvelle, on va aller fêter ça au resto tous ensemble ou autour d'un bon repas?» C'est assez commun dans notre société. Mais il y a aussi certaines croyances limitantes qui nous forcent à adopter un comportement alimentaire qui n'est pas en adéquation avec notre objectif. Comme par exemple la croyance, ou en tout cas ce qu'on a pu entendre durant notre éducation, bah, il faut finir son assiette. Peu importe finalement ce qu'on va ressentir, si on a faim, si on n'a pas faim, on est obligé de la finir parce que, bah, ici, on gaspille pas la nourriture. Du coup, on finit en poubelle de table, typiquement. Il y a des choses encore plus insidieuses, qui peuvent se répercuter sur le domaine du poids comme la croyance: «Je ne mérite pas de réussir». Peut-être parce que on a entendu toute notre enfance que l'on n'était pas à la hauteur, que l'on n'était pas assez bien, que, je ne sais pas, on faisait des bêtises donc on ne méritait pas, telle ou telle chose et du coup inconsciemment on a intégré que, bah, du coup on mérite pas de réussir, on mérite pas d'être heureuse et cetera et cetera et ça littéralement ça influence nos choix alimentaires. Mais pas juste alimentaire. Là, bien sûr, je prends cet exemple parce que c'est ce qui va vous parler le plus. Ça va influencer nos choix, nos comportements de manière générale. Et c'est pour ça que inconsciemment, ça va avoir des répercussions aussi bah, sur nos désirs, sur les objectifs que l'on s'est fixés, sur nos envies, nos projets de vie. Donc en se concentrant uniquement sur la nourriture, on ignore complètement bah, les fameux déclencheurs psychologiques qui nous poussent à manger de manière émotionnelle et compulsive. Et là, la métaphore qu'on pourrait utiliser pour illustrer un petit peu cette erreur-là, eh bien, c'est comme si on avait un trou dans notre maison, dans le toit, et que dès qu'il pleuvait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des seaux pour récupérer l'eau et qu'on épongeait là où ça avait débordé. En vrai, c'est pas ça le problème, c'est le trou qu'il y a dans le toit. Mais tant qu'on se concentre à éponger le sol et à mettre des seaux là où ça goutte pour éviter, qu'il y ait de l'eau partout, et ben, en fait, on va passer toute notre vie à mettre des seaux et à éponger dès qu'il pleut. Alors que la solution, c'est bien sûr, de monter sur le toit, de le réparer ou en tout cas d'appeler quelqu'un pour réparer le toit là où est la cause du problème et je le dis souvent, le poids n'est pas le problème, ce n'est qu'un symptôme. Il faut aller chercher la cause. Le poids, le surpoids, ce ne sont que des conséquences du véritable problème qui souvent est caché et souvent, on n'a pas envie d'aller voir parce que ça demande d'aller, explorer des parties de soi. Ça demande justement une connaissance de soi, un travail sur soi que tout le monde n'est pas prêt à faire et c'est OK, chacun en est à un stade différent à ce moment-là. Et ensuite, la troisième erreur, c'est de réprimer ses émotions au lieu de les comprendre. Faut bien se dire que nos émotions, c'est vraiment comme des messagers. On va reprendre votre téléphone, c'est comme si vous aviez une notification à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive. C'est pas juste une émotion pour une émotion, c'est que elle essaye de vous alerter sur ce qui ne va pas dans votre vie. Mais quand vous réprimez ces émotions, ben elles disparaissent pas en fait. C'est comme si vous étiez en train de mettre la poussière sous le tapis. Sauf qu'au bout d'un moment, le tapis, il y a plus trop de place en dessous. C'est comme, la métaphore de la cocotte minute aussi. Plus on met de côté tout ça, plus on réprime ses émotions, plus ça va ruminer et dans la cocotte minute, ça va commencer à siffler de plus en plus fort et puis au bout d'un moment, ça va exploser parce que on ne laisse pas sortir justement ses émotions. On les exprime pas. Et on dit bien tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc le surpoids, ça peut aussi être simplement un moyen d'exprimer au monde, à soi-même, quelque chose que l'on ne sait pas avouer consciemment.
que l'on n'entend pas consciemment, que l'on n'accepte pas consciemment, que l'on ne nous a pas autorisé à exprimer consciemment aussi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'alimentation émotionnelle. Et en fait, manger ses émotions, c'est juste une stratégie de survie, qui est inconsciente, bien sûr, hein, parce que le mécanisme qui se passe, c'est que quand on va manger nos émotions, et quand on mange tout court d'ailleurs, quelque chose qui nous fait plaisir, notre cerveau libère de la dopamine. La dopamine, c'est vraiment l'hormone du plaisir. C'est pour ça que bah, c'est si agréable, en fait, de manger. Même si on connaît les conséquences euh, quelques minutes, quelques heures plus tard, c'est peut-être d'avoir mal au ventre ou justement bah, de stocker, de ne pas réussir à maigrir. Mais peu importe, parce que le plaisir premier, c'est ça qui compte, la dopamine. Et ça crée une sensation de réconfort, même si encore une fois, elle est temporaire. Mais vous l'avez compris, ce mécanisme-là, il résout pas le problème de fond. Ça peut même amener à ce cycle que vous connaissez peut-être très bien de culpabilité. Ok, je suis pas bien, je mange, ça me réconforte, mais du coup, je culpabilise parce que c'est en inadéquation avec mes objectifs. Donc, bah, du coup, qu'est-ce que je fais pour apaiser cette émotion négative? Bah, je remange, etc., etc. Toutes ces erreurs-là, elles montrent que perdre du poids, c'est pas juste une simple question de discipline, de volonté. Ça nécessite un véritable travail de compréhension et de transformation intérieure. Il y a trois conséquences principales à ces erreurs qu'on a évoquées. C'est que ben forcément, le fait que le poids stagne malgré vos efforts énormes que vous faites, eh bien, c'est décourageant. C'est décourageant parce que vous avez l'impression d'y mettre vraiment de votre personne, de faire des efforts pour pas ou peu de résultats. C'est un peu comme courir sur un tapis roulant, on n'avance pas. Sauf qu'on n'a pas choisi de courir sur un tapis roulant, nous on voulait courir vraiment sur la route pour avancer. Sauf que là, c'est un peu comme dans les cauchemars, on a l'impression de courir sur place. Rien de plus désagréable que ça. Donc forcément, c'est décourageant. Ensuite, il y a aussi ben, la frustration et la culpabilité parce que du coup, bah, forcément, si ça marche pas, en fait, on n'arrive pas à avoir ce que l'on désire. On reste coincé dans un schéma, dans une situation qui ne nous convient pas. Et donc, chaque écart nous fait nous sentir coupables parce qu'on a l'impression que c'est à cause de ça. On n'arrive pas à maigrir. Alors qu'en réalité, je le dis souvent, c'est pas un écart qui va vous empêcher de maigrir. C'est pas même le fait de manger vos émotions qui va vous empêcher de maigrir parce que c'est un comportement qui est tout à fait normal et humain que l'on a tous. Et forcément, bah, la troisième conséquence, c'est d'abandonner. C'est de penser que bah, finalement, on n'arrivera jamais à maigrir, donc tant pis. On, on arrête de se prendre la tête. Et c'est une bonne chose hein, d'arrêter de se prendre la tête. Mais le problème, c'est que ça nous rend malheureuses parce que bah, finalement, on se résigne à quelque chose que l'on ne veut pas au fond de nous. Et j'ai envie de vous dire, le problème, encore une fois, c'est pas ce que vous ne faites pas assez, c'est juste que vous ne travaillez pas au bon endroit. Imaginez que les blocages psychologiques, c'est un petit peu comme un collier qui se serait emmêlé là, et vous essayez justement de démêler ces petits nœuds-là avec minutie. Et du coup, ça demande du temps et de la patience, hein, mais du coup, ça peut être un peu rageant parce que on n'arrive pas forcément à les démêler tout de suite. Et si on tire dessus, c'est encore pire parce que bah, on va resserrer le nœud et ça va être encore plus compliqué de le défaire. Quand on prend le temps de comprendre et de travailler sur ces nœuds, justement, eh bien, on arrive à tirer un peu dessus. Et puis à relâcher tout ça et puis ensuite à démêler tout ça. Je vous parle de deux études de cas qui sont hyper parlants qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, même si de prime abord, ça a l'air ça le problème. Le premier, c'est une patiente que j'ai accompagnée qui avait des problèmes de grignotage, notamment le soir, et tout était OK hein, dans son alimentation. Elle avait vraiment une alimentation équilibrée. Le seul point noir, en tout cas sur le papier, c'était ces fameux grignotages le soir qui venaient ruiner tous ses efforts. Et en réalité, les grignotages n'étaient pas le problème, c'était juste le symptôme, la conséquence de quelque chose de plus profond.
Elle a commencé à grignoter à partir du moment où elle a perdu son mari. Son mari qui est décédé brutalement, avec qui forcément elle passait tout son temps. C'était une femme retraitée, donc elle avait passé plus de temps dans sa vie avec son mari que sans lui. Donc forcément, son décès a laissé un énorme vide et surtout, elle n'a pas pu lui dire au revoir parce que c'est quelque chose qui est arrivé précipitamment. Donc, en fait, le grignotage, c'était encore une fois juste une stratégie de survie. C'était un moyen de combler le manque. C'était un moyen justement de ne pas penser à son absence. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Je lui ai proposé d'écrire une lettre à son mari, de pouvoir déposer ces émotions qu'elle était en train de manger, de les extérioriser pour justement avoir l'occasion de dire au revoir à son mari. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, les grignotages n'ont plus jamais été un problème parce qu'elle avait pu extérioriser justement ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a perdu ses kilos en trop, naturellement et simplement, sans être dans la volonté et l'acharnement de s'empêcher de grignoter. On est allé traiter les causes du problème, qui étaient les grignotages à ce moment-là, et en réalité, ça n'avait rien à voir avec l'alimentation. Autre étude de cas, qui n'est pas de moi cette fois, mais que je partage, parce que je la trouve tellement parlante et puissante. Nos croyances ont vraiment plus d'impact que tout le reste dans notre vie. Typiquement, cette histoire en est la preuve. C'était une patiente qui voulait maigrir, qui était en surpoids et qui avait vraiment la croyance profonde que ce serait difficile pour elle de maigrir parce que le surpoids est héréditaire. Tous les membres de sa famille étaient en surpoids et qu'elle ne pouvait pas lutter contre ça. Un jour, elle a appris qu'en réalité, elle avait été adoptée. Ça veut dire que si elle a été adoptée, sa croyance, le surpoids est héréditaire, elle n'a plus aucune valeur, elle n'a plus aucun fondement, parce que sa famille, ce n'est pas sa famille biologique. Donc, elle n'a pas les gènes transmis par cette famille-là, puisqu'elle a été adoptée. À partir de ce moment-là, où elle a compris qu'elle a été adoptée, cette croyance, elle n'avait plus lieu d'être, elle n'avait plus de socle pour tenir, elle a réussi à maigrir naturellement. Sans rien faire de plus, sans effort supplémentaire, juste parce que elle avait lâché cette fameuse croyance qui l'empêchait de maigrir. Et là où je veux en venir, c'est que, évidemment, qu'il y a des éléments sur lesquels on va agir qui semblent évidents, comme l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, etc. Mais vraiment, première chose à faire, c'est toujours d'en revenir à la partie psychologique parce que qu'est-ce que c'est la partie psychologique? Ce sont nos pensées, nos croyances et c'est vraiment la base de tout. C'est par là que tout commence. Donc si vous vous êtes reconnu justement dans tout ce que je vous ai partagé, que vous sentez que vous avez des blocages justement qui vous empêchent de maigrir et que vous avez envie d'aller explorer une partie peut-être jusqu'alors un peu mise de côté, la psychologie du poids comme j'aime l'appeler, j'ai une belle opportunité pour vous. Je vous propose un challenge totalement gratuit qui va commencer la semaine prochaine, du 13 au 17 janvier. 5 jours pour débloquer ta perte de poids et maigrir enfin durablement. Je vais vraiment vous partager, exactement comme sur le podcast, justement des concepts pour que vous puissiez comprendre parce que sans prise de conscience, déjà, on ne peut pas, changer les choses et sans compréhension, il y a pas de sens derrière, donc c'est pas tenable. On ne sait pas pourquoi on fait les changements, ça tient pas dans le long terme. Et du coup, je vais vous partager aussi des exercices concrets, pratico-pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour commencer justement à débloquer votre poids et à comprendre aussi pourquoi est-ce que ça bloquait. Je vous mets le lien d'inscription directement dans les notes de l'épisode de podcast. Moi, je vous attends avec impatience. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer sur ton propre cheminement personnel. Et souviens-toi, chaque petite action compte et tu es capable de grandes choses. Si cet épisode t'a plu,
Je t'invite à laisser une note et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée pour faire connaître le podcast et soutenir mon travail. N'hésite pas à partager cet épisode à une amie qui a besoin d'entendre ce message et en story sur Instagram, je te repartagerai avec plaisir. Prends soin de toi.